conférence deuxième génération des séquences didactiques pour l'enseignement du français langue étrangère. Pourquoi deuxième génération? Non seulement parce que je commence à être un tout petit peu vieux et que je compte beaucoup avec la nouvelle génération des professeurs et des chercheurs qui arrivent. Pourquoi? Parce que ça représente l'avenir, mais c'est surtout parce que je représente un courant de la recherche pour l'interactionnisme socio-discursif qui considère très important pour la didactique, pour l'enseignement des langues en général, en pluriel, mais en particulier pour l'enseignement du français langue étrangère, la construction d'outils, un travail d'ingénierie. Donc, je dis toujours que le Brésil, c'est un pays qui est connu par des grands projets d'ingénierie et qu'un des problèmes du Brésil, qui est le développement de l'écriture, le développement de l'éducation, n'est pas accompagné de la construction d'outils. Et je veux essayer de vous démontrer, je dis les mots forts, démontrer l'importance qu'il peut avoir dans l'enseignement du français langue étrangère, ces outils. Alors, vous passez, et que, bien entendu, ces outils sont enrichis par les numériques. Et on a aujourd'hui des possibilités énormes par les numériques, même si tout ne dépend pas du numérique. Alors, on passe en guise d'introduction. Je vous dirais que le travail qui est réalisé par l'interactionnisme socio-discursif donne une importance majeure à la théorie des genres. Certains parlent des genres discursifs. Nous, les Genevois, on parle des genres textuels parce qu'on donne une importance majeure à la textualité, aux caractéristiques de la langue qu'on enseigne. Et aujourd'hui, dans beaucoup de pays du monde, l'unité genre, c'est une unité qui est fondamentale pour l'enseignement. Même en Chine et en Australie, les programmes scolaires sont organisés en prenant comme unité les genres textuels. Alors, que se passe-t-il en didactique du français langue étrangère? C'est que les genres sont arrivés tard, mais en même temps, ils ont été toujours utilisés. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que dans les premières étapes de l'enseignement du français langue étrangère, on travaille plutôt avec les actes de la parole ou les actes de langage. Et c'est normal parce que c'est comme des mini-genres. On apprend à réaliser des actions langagières simples comme les salutations, se présenter, etc. Mais pour développer vraiment l'usage de la langue, il y a un trait sur des genres bien plus complexes. Mais il y a encore un autre aspect important que je voudrais signaler en guise d'introduction, c'est que dès qu'on enseigne un genre textuel, on les transforme. C'est-à-dire, on simplifie, on l'adapte au niveau des élèves et que nous considérons ces genres importants pour l'enseignement, mais on les appelle genres scolaires. Donc, on s'inspire des pratiques sociales, de comment une interview ou un débat ou un exposé oral ou un dialogue de la vie quotidienne fonctionne dans la pratique, mais au moment où on l'entre pour l'enseignement, on les transforme et on l'appelle un genre scolaire. Par ailleurs, il y a deux manières d'aborder les genres. C'est de les travailler dans sa globalité ou l'utiliser comme prétexte pour travailler une dimension linguistique. Et dans les manuels didactiques, souvent, les auteurs ne vont pas, à mon avis, suffisamment loin. C'est-à-dire, ils utilisent dans l'enseignement du français une ébauche de dialogue, mais pour travailler un petit aspect, et ils ne travaillent pas suffisamment sur les caractéristiques générales de la totalité du texte. Et alors, je voulais signaler quelles sont les questions que je vais aborder dans ma conférence. J'ai signalé deux questions, mais en réalité, elles en sont trois. La première, c'est comment la perspective de notre école, l'interactionnisme socio-discursif, a-t-elle évolué par rapport
à l'enseignement et particulièrement par rapport à l'enseignement de l'oral avec les genres textuels et les séquences didactiques. Ensuite, je pose une deuxième question qui est qu'en est-il en didactique du français langue étrangère par rapport à l'évolution des propositions faites pour l'enseignement du français. Et ensuite, il y a une troisième question qui est pour m'adapter à votre journée, qui est sur les pratiques numériques dans l'enseignement du français, qui facilitent énormément des contacts à distance entre vos élèves. Je sais que vous êtes dans des programmes où il y a des rapports entre des Québécois, des francophones du Canada et le Brésil, mais que il y a cette possibilité de contact avec des Français, avec des Suisses, avec des Belges, avec les pays francophones en pluriel, mais au-delà du contact direct avec d'autres apprenants d'autres pays et la possibilité que le français langue étrangère soit plus proche du français langue seconde, parce qu'on sait qu'on n'apprend pas une langue de la même manière si on est dans un contexte où cette langue est peu utilisée ou si on est dans un contexte où elle est utilisée et que les numériques facilitent les contacts et l'usage de la langue, mais en même temps, il y a des nouveaux genres textuels qui sont numériques, par exemple les chats, etc. Et il y a beaucoup à apprendre des outils qui nous sont proposés par les numériques. Donc, les numériques en didactique du français langue étrangère, et il intervient à 3 niveaux. C'est un moyen de faciliter les échanges et l'enseignement, les échanges langagiers. Et il y a des genres textuels qui sont numériques et qu'il y a à les prendre en considération, et qu'il y a beaucoup de médiation pour faciliter les processus d'enseignement et d'apprentissage qui peuvent être facilités par les numériques. Et Sophie, vous pouvez m'aider à passer au suivant. Alors, il y a 4 ou 5 parties dans ma conférence. Très rapidement, je vous ferai un historique des séquences didactiques. Il y a eu un temps qu'en Suisse, on m'appelait Monsieur Séquence didactique. Pourquoi? Parce que bien que je ne sois pas les tout premiers, je fais partie de ceux qui ont commencé à élaborer et à réfléchir sur les séquences didactiques et qu'elles ont une trentaine d'années. Les séquences didactiques, elles ont commencé les années 80. Et je vous expliquerai un tout petit peu quelle a été l'évolution. Ensuite, je vais poser la question de quelles sont les possibilités de la démarche séquence didactique pour les français langue étrangère, tout en disant qu'au Brésil, il y a des groupes, donc l'équipe de l'Université de São Paulo dirigée par Eliana Lousada, ou celui de l'Alia Lurquin à Fortaleza, ou Vera Cristóbal pour l'anglais. Donc, pour l'enseignement des langues étrangères, je considère que le Brésil est en train de faire un travail formidable. Et je parle en particulier de l'institution qui nous accueille aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis admiratif du travail qui est fait par l'Université de São Paulo dans la formation des enseignants en didactique du français langue étrangère. D'abord, je l'ai dit, avec une connaissance de cause, vous avez tous un niveau de français exceptionnel. J'ai eu des personnes comme Solène Rocha, qui peut-être elle est dans le public, qui m'a expliqué comment elle a appris et à quel rythme elle a appris les français. Et elle parle un français impeccable, ayant vécu très peu dans un pays non francophone. Donc, vous avez des institutions qui enseignent parfaitement le français, mais qui font une recherche sur l'enseignement du français langue étrangère, de qualité,
je parle des doctorants du Brésil, et qui développent des compétences professionnelles pour les futurs enseignants des Français qui me semblent remarquables. Donc, en réalité, j'essayerai de dire ce qui me semble que vous faites très bien, parce que j'aimerais même faire une recherche de comment votre université aborde ces questions, parce que je trouve que du point de vue de la formation des enseignants et de la formation tout court en français langue étrangère, vous êtes excellent. Hein? Bon, ensuite, on va essayer de voir quelles sont les nouvelles recherches et on parlera un tout petit peu des itinéraires. Pourquoi? Parce que les séquences, c'est une démarche, ce n'est pas la seule démarche. Donc, je suis toujours favorable à exploiter une diversité de démarches. C'est une démarche parmi d'autres, mais c'est une démarche qui est, à mon avis, très intéressante. Et si on a le temps, parce que je préfère les dialogues que parler trop, même si mon rythme déjà, c'est un rythme où je vais prendre bien 1h30 pour donner cette conférence, mais ce que je voudrais, c'est qu'on termine avec un bilan des perspectives qui peuvent être importants pour vous. On passe à une nouvelle qui est l'historique de la démarche séquence didactique. Alors, les années 80, il y a eu un groupe avec Daniel Dan, Jean-Paul Brancard et Bernard Schneuli qui ont travaillé au secondaire, et moi-même avec Auguste Pasquier, qui malheureusement est décédé, qu'on a commencé les premières séquences didactiques pour l'école primaire. Et c'est à partir de ce travail qu'on a évolué, on passe à l'image suivante, vers une deuxième étape qui a systématisé les travaux sur les séquences didactiques. Dans l'ouvrage avec Bernard Schneuli, vous avez un aperçu de cette évolution. Et l'année 98, on a 1998, si vous parlez en français de l'Hexagone, hein, et on a produit un livre qui est le résultat d'une recherche importante sur l'oral, et on parlera de l'oral parce que dans l'enseignement du français langue étrangère, j'estime que c'est fondamental de travailler l'oralité. Et il y a eu les recherches des années 90 qui ont terminé avec un ouvrage à plusieurs volumes qui s'appelle S'exprimer en français, dirigé par moi-même, Nicole Novera et Bernard Schneuli, qui est la présentation de la démarche séquence didactique, mais aussi d'une trentaine, une quarantaine de séquences didactiques qui étaient celles qui se sont généralisées en Suisse pour l'enseignement du français, langue de scolarisation, langue première. Entre parenthèses, c'est la langue de scolarisation en Suisse, mais dans un canton comme les cantons de Genève, les 40% des élèves ne sont pas des langues maternelles ou langue première française. Donc, il y a déjà une sensibilité sur l'hétérogénéité des apprenants lorsqu'on a travaillé dans nos séquences didactiques initiales. Et on a stabilisé la notion de séquence. Une séquence didactique, c'est une suite d'activités scolaires organisées de manière systématique autour d'une activité langagière, comme raconter un conte, comme élaborer une affiche publicitaire, ou si vous prenez des genres, donc participer dans un chat, donc ou organiser une scénette théâtrale, etc. Pourquoi on les a appelés séquences et pas unités didactiques? Pourquoi? Parce qu'on a voulu insister sur l'importance de l'organisation temporelle. Une figure, on voit tous les éléments ensemble. Dans une séquence, on voit les uns après les autres. Et une idée fondamentale, je vais demander à ma collègue Sonia ou Sophie, de passer l'image. Donc, si vous voyez la structure des bases d'une séquence didactique, vous verrez qu'il y a une suite et que cette suite n'est pas aléatoire,
vous verrez que les modules sont organisés pour prévoir une progression des apprentissages. Alors, quelle est la logique de la séquence? D'abord, on lance un projet. Et un projet, par exemple, un didactique du français langue étrangère, ça peut être participer, donc réaliser un entretien en français ou avec un partenaire, puisqu'on est dans le numérique, dans notre pays, et l'enregistrer par Zoom ou par Google, comme on est en train de faire à ce moment-là. Donc, on lance un projet avec un groupe où il y a une tâche langagière, une activité langagière, et on essaye de motiver et de donner du sens à ce qu'on est en train de faire. Bien entendu, les choix du genre et les choix des caractéristiques, elles vont dépendre du niveau des français de l'élève ou du groupe d'élèves. Et pour les vérifier, on commence toujours par une production initiale dans laquelle on évalue les capacités langagières de l'élève. Et on a notre système de les analyser comme capacité d'action. Donc, je reviendrai si vous le voulez. Capacité discursive et capacité linguistico-discursive, c'est-à-dire la maîtrise fine des unités linguistiques du français et alors aussi de l'intonation et des autres éléments qui font partie du genre oral ou du genre écrit avec lesquels on travaille. Et ensuite, en fonction des obstacles, des difficultés, mais aussi des capacités, on anticipe une série de modules. Et dans chaque module, on travaille une dimension qui n'est pas encore maîtrisée par l'élève pour le faire aller plus loin. Et à la fin, il y a une production finale dans laquelle il se prépare pour faire mieux. Et on a inventé des outils pour l'aider, des aides-mémoires, des manières multiples de préparer et de les aider pour la production finale. On passe à la suivante, donc mise en situation, je l'ai dit, une activité langagière, et toujours dans une perspective broncardienne de Jean-Paul Broncard, en prévoyant les destinataires, en clarifiant les contextes de production et quels sont les participants. Et c'est très important parce qu'on a une vision du langage comme communication et la maîtrise de la situation des communications, elle est importante comme la maîtrise des dimensions culturelles de la communication. On ne se communique pas toujours de la même manière en français qu'un portugais au Brésil. Et en même temps qu'on apprend la langue, on apprend les habiletés qui l'accompagnent et les habitudes culturelles des pratiques langagières. On passe au suivant. La production initiale, c'est un instrument de régulation de l'apprentissage. C'est déjà une première occasion d'apprendre, mais c'est surtout pour voir là où l'élève se trouve et créer un projet qui a du sens et qui peut être différent dans les cas du français langue étrangère selon les groupes. Donc, on va trouver des éléments communs, mais il peut y avoir une différenciation et un travail plus individualisé en fonction des élèves. Par exemple, imaginons qu'il y a un phonème qui n'est pas maîtrisé ou qui pose des problèmes et en apprenant en même temps qu'il participe à un dialogue ou qu'il participe à un débat, si c'est les gens, et on peut travailler une dimension phonétique comme on peut travailler une dimension grammaticale ou une dimension orthographique. OK? On passe, donc, les ateliers ou modules. Donc, je parle des modules parce qu'ils peuvent servir. Donc, je parle des modules lorsqu'on prépare des manuels et on essaie de dire choisissez celui qui intéresse le plus. Mais j'utilise le terme atelier pour montrer que c'est un lieu de travail.
C'est un lieu pour s'entraîner avec les Français. C'est pour répéter, c'est pour découvrir. Et on sait que la réflexion, la conceptualisation est importante. Dans un niveau élémentaire, ce qui est le plus important pour apprendre les Français, c'est d'avoir la possibilité de parler, d'avoir des interlocuteurs. Mais pour les Français, langue étrangère est un minimum d'enseignement grammatical est fondamental. La prise de conscience des dimensions langagières qui sont développées sont importantes. Donc, les ateliers sont pour s'entraîner dans l'usage de la langue, mais aussi pour réfléchir et conceptualiser les caractéristiques du genre et les dimensions grammaticales et linguistiques qui sont impliquées. Et enfin, il y a la production finale et elles peuvent être enregistrées à l'oral en créant un portfolio pour que l'élève puisse se voir progresser, mais c'est le moment où il dit vraiment ça. Donc, travailler avec Suelen Rocha ou travailler avec Eliane Lousada m'a permis de progresser. Il peut se comparer, il peut comparer ce qu'il était capable de faire avant et après. Donc, ce n'est pas uniquement pour donner une note, c'est pour vérifier s'il a fait des progrès, si les difficultés initiales sont disparues, mais c'est aussi pour qu'il puisse se voir progresser. Et nous sommes favorables à garder les textes écrits initiaux et les comparer avec la production finale à l'écrit, mais les numériques nous permettent d'enregistrer et de comparer ce qu'il faisait avant et après. Et c'est en s'écoutant qu'il peut s'auto-réguler. Alors, on va résumer les orientations. Je demande à ma collègue, je crois que c'est Sonia, de passer les slides orientation. Donc, je ne les vois pas encore. Vous pouvez passer, madame? Ou c'est Thiago qui les passe? Donc, il y a... Thiago, Joachim, on a changé un peu, d'accord? Voilà. Thiago, auquel on félicite parce que même en Suisse, on a su qu'il a eu une soutenance, qu'il est docteur et qu'il a été brillantissime dans la soutenance des thèses. Bien. Alors, j'ai réuni les 13 orientations fondamentales des séquences didactiques. Pourquoi? Parce que je voudrais les mettre en valeur pour l'enseignement du français langue étrangère. Et pour moi, elles sont très importantes. Malheureusement, ces 13, c'est le nombre de la mauvaise chance. J'espère que vous ne serez pas trop superstitieux et que vous verrez l'intérêt. Alors, première chose, notre perspective est variationniste. Pour l'apprentissage du français langue étrangère, comme l'apprentissage tout court du portugais langue première, ne se fait pas d'emblée. Et on apprend à écrire un poème, on apprend à faire un exposé oral. Il y a des genres académiques, il y a des genres de la vie quotidienne. Et nous pensons qu'on apprend grâce au contraste et aux variations. La langue qu'ils vont apprendre, c'est le français, mais il convient qu'ils entendent l'accent québécois, l'accent suisse, l'accent de Paris. On ne privilégie pas une variation régionale. Dans tous les cas, on est en train de parler du français. C'est comme il n'y a pas à oublier l'accent portugais du nord-est par rapport au sud du Brésil. Donc, mais là, c'est la variation géographique. Mais la variation qui m'intéresse ici, c'est que dans un monologue, dans les genres monologués, on apprend une série de choses, mais qui ne sont pas toujours présentes dans un dialogue ou dans un polylogue, si vous voulez, un dialogue à plusieurs, comme un débat. Et ce que vous apprenez si on travaille la compréhension d'un poème
ne va pas être la même chose que si c'est une lettre administrative. Donc, il y a des gens dans les différentes sphères de l'activité professionnelle qui vont être différents. Et si vous travaillez avec des adultes qui apprennent les français langue étrangère pour développer une profession particulière, vous utiliserez les gens professionnels. Mais la perspective veut qu'on travaille sur la diversité. La deuxième caractéristique, vous le savez déjà, c'est que la centration est sur les genres textuels. On considère que l'unité de communication, c'est les genres. Alors, qui peut être mini-genre, donc comme les actes de langage, mais rarement un acte de langage apparaît tout simplement. Donc, l'acte de salutation, c'est on se salue pour faire quelque chose d'autre. Parfois, tout simplement, en se croisant dans un couloir, on va dire bonjour, Eliane, bonjour, Tiaro, mais ça, c'est un acte de langage. Mais en général, c'est les débuts, c'est un acte de langage qui marque les débuts d'un dialogue. Et les dialogues, c'est un genre textuel. OK. Et les genres textuels sont importants du point de vue didactique parce qu'ils nous permettent d'analyser. Donc, on fait des corpus de textes, de la publicité, des genres numériques qui se trouvent aujourd'hui par Internet, et on essaie de voir quelles sont les caractéristiques. OK, mais ça, c'est un travail de linguistique appliquée, strictement. Mais c'est une linguistique appliquée particulière qui veut créer un modèle didactique, c'est-à-dire un modèle du genre pour qu'il puisse être enseigné. Et on dégage quelles sont les dimensions enseignables, quelles sont les dimensions qui conviennent d'être traitées. Là, c'est le modèle didactique du genre. C'est constituer un corpus de textes issus des pratiques sociales et dégager les dimensions qui méritent d'être travaillées pour apprendre, dans notre cas, le français, langue étrangère. Quatrième point, quelle progression? Mais quelle progression à 3 niveaux? Quelle progression de la première année, du tout début d'un cours d'initiation au français langue étrangère jusqu'à un cours des français académiques, comme vous le faites à l'université. Et par quelles étapes? Donc là, c'est la progression curriculaire pour l'ensemble. Mais il y a la progression curriculaire d'une année. Lorsque vous enseignez dans une école française, imaginons que vous travaillez à l'Alliance française à Sao Paulo, et comment vous organisez, planifiez l'année pour faire progresser les élèves. Et en sachant que s'il y en a dont la famille parle le français, la progression sera plus rapide probablement que ceux dont la famille parle en portugais. Donc, avec un regard dans les contextes. C'est pour ça qu'on parle des sociodidactiques des langues, parce qu'on donne beaucoup d'importance à décrire les contextes dans lesquels se trouve l'élève. Mais la progression au niveau micro, c'est comment il progresse dans une séquence d'enseignement. C'est lorsqu'on travaille, imaginons qu'un d'entre vous a un problème en français, comment on organise l'enseignement pour qu'il dépasse la difficulté. Cinquième, très pédagogique, très Paulo Freire, très pédagogie nouvelle, Freire, comme vous voulez. Donc, travailler avec des projets. Les projets donnent du sens aux apprentissages. Et quel est le problème que je vois au Brésil? C'est que souvent, par les distances à Sao Paulo, ils ne suivent pas, ils n'assistent pas tous les jours. Il y a une abstention assez importante et ils ne sont pas toujours là. Alors, il faut créer un projet qui soit adapté à la réalité du pays. Mais les projets, je l'ai dit, y compris dans notre vie. Je vois Suelen qui est en train de m'écouter. Elle avait les projets d'arriver, d'obtenir un poste de professeur dans une université. Et je profite pour la féliciter. C'est un projet de vie. Mais les projets de vie, d'arriver à être professeur d'une université prestigieuse, signifie
tout un travail qui a du sens pour les préparer. De même, pour arriver à produire un texte, à produire un genre textuel, c'est savoir où on va et pourquoi on les fait et par quelles étapes on va passer. Et les travail en projet, c'est une dimension pédagogique des séquences didactiques qui me semble fondamentale. Sixième, l'organiser par étapes. Et on va voir que les étapes de la séquence didactique allaient de la production initiale à la production finale. Et qu'il y en a qui sont minimalistes, c'est-à-dire très simples. On passe au suivant. Thiago, s'il te plaît. OK. Évaluation initiale. L'évaluation est très porteuse parce qu'on veut adapter l'enseignement à la réalité des élèves, aux besoins langagiers des élèves, aux capacités langagières qu'il a déjà, mais aussi aux obstacles. Huitième point, élémentarisation du travail. C'est-à-dire, ce qui a été fait toujours dans l'enseignement du français de langue étrangère, tâche par tâche, on voudrait éviter les saucissonnages, c'est-à-dire les couper en rondelles. On voudrait les faire pas à pas pour qu'ils les réutilisent dans un genre. C'est-à-dire, on va travailler une dimension linguistique pour ensuite pouvoir l'intégrer dans les genres textuels dans lesquels on travaille. Et les termes lancés par Bernard Schneuli, il dit qu'un des gestes de l'enseignant des langues, c'est d'élémentariser les dimensions pour faire comprendre et voir quelle est la visée de cette dimension dans l'action langagière plus complexe qui serait participer dans un débat, par exemple. Point numéro 9. Partir des corpus, j'ai dit oraux, c'est-à-dire si on va travailler sur un débat, avoir des enregistrements des débats. Si on va travailler sur des lettres administratives, avoir un corpus. Et diversifier les activités. Pourquoi diversifier les activités? Parce que le style d'apprentissage n'est pas les mêmes selon les élèves et plusieurs entrées différentes. Je me réfère à activités scolaires, là, les exercices. Donc, on travaille à créer des jeux de langage, créer des exercices qui soient porteurs et les diversifier. Point numéro 10, l'obstacle et l'erreur dans toutes ses valeurs. Je vous ai cité Oscar Wilde qui disait que la meilleure définition de l'expérience, c'est la suite d'erreurs qu'on a fait dans notre vie. Et moi, je dirais que dans l'apprentissage d'une langue étrangère, les erreurs et les obstacles dans la communication, c'est là où on parle et on ne comprend pas, là où, alors il n'y a pas à les enquister, il n'y a pas à solidifier l'erreur, mais les erreurs nous aident à progresser. Si on comprend les mécanismes de l'erreur, c'est une source d'apprentissage. Donc, si un obstacle dans la vie, c'est un rocher au milieu du chemin, avancer dans les projets, ça signifie contourner les rochers. C'est contourner l'obstacle. Et si on comprend d'où vient cet obstacle, et on a davantage de sécurité de pouvoir le dépasser. Donc, on considère que les obstacles épistémologiques ou langagiers, épistémologiques de l'ordre du savoir et langagiers phonétiques, grammaticaux, etc., ont une valeur pour savoir comme déclencheur pour une activité qui permet les dépassements. Donc, on ne considère pas l'obstacle comme toxique, même s'il y a des obstacles qui nous font souffrir. C'est comme dans la vie. C'est une didactique, si je peux me permettre la métaphore, pour lutter et dépasser des difficultés, c'est-à-dire vitaliste du point de vue philosophique, d'essayer de dépasser des difficultés. 11. Oral et écrit. Permettez-moi de m'arrêter un tout petit peu.
Pourquoi? Parce que dans l'apprentissage du français langue étrangère, il y a des pays qui travaillent beaucoup l'écrit. Par exemple, lorsque moi, j'ai suivi des cours de français langue étrangère en Espagne, mon professeur ne savait pas parler. Il connaissait la grammaire et il était bon à l'écrit. Et lorsque je suis arrivé par première fois en France, je ne comprenais rien et personne ne me comprenait. Mais je pouvais écrire. J'avais peu d'erreurs orthographiques. C'est-à-dire, j'avais appris uniquement à l'écrit. Alors, pourquoi je les déconseille? Parce que, mis à part du fait que le système phonologique du français est complexe, donc il y a 16 phonèmes vocaliques et il y a une complexité importante, il est très important d'entrer par l'écoute, par la production de l'oral et pas uniquement à l'écrit, et que l'écrit peut être un obstacle pour l'oral, comme ça peut être un appui. Donc, on va essayer d'articuler les deux, parce que l'écrit peut être une algèbre de l'oral. Vygotsky disait ça, mais ça peut être une fausse algèbre aussi de l'oral. Pourquoi? Parce que tout ne se correspond pas. Le système écrit du français est loin d'être un système bionivoque. C'est un plurisystème orthographique, comme dirait Nina Katash, complexe. Donc, il y a à se questionner de comment on articule. Bon, alors, je vous donne un exemple. J'ai fait un travail sur la fable au Brésil, en langue portugaise, où on a commencé par lire et comprendre des fables. Et ils ont pris conscience qu'il y en avait qui étaient typiques, il y en avait classiques, et il y en avait qui étaient traditionnels au Brésil. OK. Et ensuite, on a lu des articles encyclopédiques sur les animaux. Pourquoi? Parce que le projet, c'était d'écrire une fable inventée. Et du coup, on a regardé les léopards, les crapauds, c'est-à-dire on lisait des articles scientifiques ou encyclopédiques sur les animaux pour voir les traits des animaux et dégager un trait psychologique. Pourquoi? Parce que dans une fable, les personnages sont des animaux et ils ont des traits psychologiques. Donc, pour dégager des caractéristiques, moi, je ne savais pas ce qui était un tatou et uma onza, et j'ai inventé une fable qui est Dona Onza et au tatou, en apprenant le portugais, pour moi, langue étrangère, et avec des animaux du Brésil, d'accord? Mais donc pour les guépards, je peux imaginer quels sont les traits, mais un tatou, je n'en avais jamais vu, je ne savais rien sur les tatous. Donc, j'ai dû lire un article encyclopédique. Donc, étape numéro 1, lire des fables et découvrir comment elles fonctionnent. Étape numéro 2, lire des articles encyclopédiques pour construire les personnages. Étape numéro 3, une mini-séquence didactique pour inventer une fable. Mais ensuite, étape numéro 5, est transformer la fable pour une représentation théâtrale entre plusieurs personnes de la fable. Donc, c'était une manière d'articuler oral et écrit. Et là, l'écrit était l'écrit d'un script de fable pour pouvoir faire une représentation théâtrale de la fable. Je suis en train de vous dire et vous donner un exemple de ce que j'appelle un itinéraire. Mais dans une séquence didactique très courte, un itinéraire, ça signifie un travail plus long en étapes et qui articule les productions orales et écrites, de la lecture et de l'écriture. Donc, c'est un travail plus considérable que les travaux sur un genre de manière ponctuelle. Et aujourd'hui, on fait ces doubles travaux. Prenez le travail qui est fait en langue portugaise pour préparer les dissertations de l'ENEM. Et ça s'appelle comme ça, je crois. Et les enseignants passent une année à faire des dissertations. Donc là, c'est plutôt un itinéraire et pas une séquence. Mais
ce que je suis en train d'insister, c'est sur l'importance de l'articulation entre l'oral et l'écrit et de signaler qu'il y a, de la même manière que l'écrit peut être assez informel, lorsqu'on parle de l'oral, on pense que c'est toujours l'oral de la vie quotidienne, c'est important. Donc, il y a des particularités, y compris grammaticales. Vous pouvez lire Claire Blanche Van Venist ou Françoise Gaudet sur la question, mais c'est aussi, il y a aussi un oral formel, que parfois des difficultés d'écriture peuvent être découvertes à travers un travail sur l'oral. OK. Point numéro 12, la multimodalité. Et que, aussi bien dans l'écrit comme dans l'oral, il y a plusieurs codes. Il n'y a pas uniquement les codes de la langue française, mais il y a les images, il y a la mimique, donc il y a tout ce qui est suprasegmental, et je dirais que pour l'oral, qui est très important en français de langue étrangère, il y a les dimensions paralinguistiques, c'est-à-dire la voix, l'intonation expressive, les débits, l'articulation, etc., qui sont très importantes. Apprendre les français, donc prenons les gens la chanson française, qui a des particularités, et pour l'intonation, mais il y a la proxémie, les distances, la posture, il y a la mimique faciale, les gestes, tout ce qui est de l'ordre des gestes comme celui que je suis en train d'utiliser. Et il y en a qui sont caractéristiques de la langue française, par exemple, et qui ne sont pas utilisés en portugais et au Brésil. Mais bon, il y a la question de la gestualité, mais il y a aussi toutes les images. Et dès qu'on travaille dans les numériques, et il y a une superposition des codes par le fait qu'il peut y avoir en même temps. Donc, si vous prenez la publicité, vous pouvez avoir une publicité où il y a de l'écrit, il y a de l'oral, et il y a une voix en off, mais il y a un dialogue entre les personnages qui apparaissent. Et ça dure 30 secondes et c'est d'une complexité en termes de croisement des codes énorme. Donc, la multimodalité, elle est fondamentale. Et dernier point, parce que je suis en train de prendre beaucoup de temps, c'est que nous donnons beaucoup d'importance au retour réflexif et dans les productions finales. Alors, Thiago, s'il te plaît, est-ce que tu peux passer à... Alors, dans les domaines de l'oral qui est très important pour vous, il y a un débat. Et ce débat dit, donc, la position genevoise qui est la mienne, on peut travailler spontanément les Français et à l'occasion de donner les cours. Oui. Maintenant, en langue première, ils nous disent il suffit d'être attentif à l'utilisation de l'oral lorsqu'on enseigne une discipline scolaire. Donc, en enseignant l'histoire, on est attentif à l'oral. En enseignant les mathématiques, à la formulation des problèmes. Et nous, on dit, tant qu'il n'y aura pas un enseignement autonome, c'est-à-dire qui prend les genres oraux comme objet d'enseignement, ça n'avancera pas. Donc, de ce point de vue, je crois que c'est plus facile de nous comprendre en français langue étrangère. Parce que ça signifie, il ne suffit pas de pratiquer l'oral, il y a à les travailler systématiquement et les prendre comme objet d'apprentissage. Et d'organiser ces objets d'apprentissage à partir des genres. Thiago, s'il te plaît, est-ce que tu passes au suivant? Alors, on arrive à la troisième étape où les ateliers filés, les itinéraires, donc il y a un déplacement sur l'écoute, une prise en considération de la société didactique des langues, c'est-à-dire de l'importance d'adapter l'enseignement au contexte. S'il y a beaucoup de... s'ils parlent tous là... donc ici, par exemple, il peut y avoir un cours de français de langue seconde où il y a 15 ou 20 personnes et chacune a une langue première différente. Ce n'est pas la même chose si vous donnez un cours de français pour des lusophones, pour
au Brésil. Pourquoi? Parce que vous pouvez anticiper les erreurs grammaticales et les erreurs phonétiques. En revanche, si vous avez un groupe très hétérogène, ça va être différent. Mais pour parler de l'importance de la sociodidactique, j'insiste sur le fait que ce n'est pas la même chose, excusez-moi, d'enseigner les Français à l'université de Sao Paulo que d'essayer de l'enseigner ailleurs. Et qu'il y a des facteurs tels comme les statuts donnés, la valorisation, et on sait que le français, c'est une langue en termes de représentation, on ne sait pas pourquoi, puisque j'imagine qu'il doit y avoir des personnes qui s'intéressent à des questions des systèmes des gens, elle est identifiée comme féminine. C'est comme si les gays, les homosexuels et les filles la choisissaient davantage que l'anglais ou l'allemand. L'allemand, personne ne considère l'allemand comme une langue féminine. Mais pour les Français, c'est la langue de l'art, de la musique. Donc, il y a des représentations de ce type-là qui peuvent être des préjugés, parce que tu peux faire de la science en français, mais qui jouent un rôle. Et qu'il y a la valorisation sociale. Dans un pays comme le Brésil, la langue étrangère qui est valorisée, ce n'est pas ni l'espagnol, ni fondamentalement le français, c'est surtout l'anglais. Mais en même temps, dès que c'est une formation très pointue, va avoir plus de valeur économique que l'anglais. Donc, ces facteurs contextuels, je dis, le statut de la langue, les représentations sur la langue, la proximité ou la distance, l'enseignement de français langue étrangère au Brésil n'est pas la même chose que l'enseignement du français langue étrangère en Russie. Pourquoi? Parce que les langues slaves ne sont pas de la même famille. Et il faut les prendre en considération. OK. Mais on est dans une étape où, au lieu de proposer des séquences sans les expérimenter, on fait de la recherche. On observe ce qui se passe. Donc, on a voulu devenir des ingénieurs en didactique. Et dans une thèse comme celle que j'annonce, parce qu'elle sera d'une grande qualité, de Suelen Rocha, elle a expérimenté et vu ce qui s'est passé avec des séquences didactiques. Donc, c'est ce type de travail qu'on propose dans la troisième étape, que j'appellerai de deuxième génération. Pourquoi? Parce que deuxième génération, premièrement, parce qu'on s'inspire des travaux précédents en didactique du français et nos références ne sont pas strictement linguistiques, mais on s'inspire aussi des recherches qui analysent les pratiques. Et lorsqu'on propose un outil, c'est à partir d'une bonne connaissance des situations d'enseignement et des pratiques ordinaires des enseignants. Et l'outil qu'on expérimente, c'est pour transformer ces pratiques. Et finalement, donc, les séquences didactiques qui étaient au début pour la production écrite, actuellement sont pour la production orale, et la nouveauté absolue, il y en a qui sont sur l'écoute et la compréhension, et il y en a qui sont sur la lecture, et il y a des personnes ici dans la salle, comme Vera Kristova, etc., qui ont beaucoup travaillé sur la, sur la lecture. Par ailleurs, je signale aussi que dans les publics, il y a des personnes pour la langue portugaise qui ont fait un travail remarquable sur l'oral. J'évoque la présence que j'ai vue ici de Lucia Bueno. Donc, les mouvements que je représente, il est en train de se développer au Brésil et les caractéristiques que je suis en train de donner des différentes étapes, elles sont très bien représentées dans votre université. Donc, un certain nombre de choses que je suis en train de décrire, je pense qu'elles sont caractéristiques du travail et même de l'analyse du travail dans les pratiques qui est pris ensuite en considération pour organiser des nouveaux dispositifs d'enseignement. Thiaro, aurais-tu la gentillesse de passer? Oui. Alors, puisqu'on est dans un public académique, on est en train de faire de la recherche. Et
la recherche prend les dimensions suivantes. On a besoin de faire un travail en linguistique, mais très didactique, des modélisations didactiques du genre. C'est-à-dire, si vous prenez un genre numérique, comme comment on les appelle, les guidages des actions qui sont très fréquemment utilisées. Donc, prenez un genre oral particulier, donc un genre des numériques, donc un chat. D'abord, il faut qu'on observe comment il fonctionne et constituer un corpus et regarder quelles sont les caractéristiques. Ensuite, il y a des recherches sur les apprenants. Vous ne pouvez pas faire un travail en didactique du français langue étrangère sans étudier les capacités et les difficultés des apprenants. Donc, c'est un travail plus psycholinguistique sur l'acquisition, en sachant que ce n'est pas la même chose de travailler avec des adultes ou travailler avec des enfants. Donc, même si c'est langue étrangère, si c'est un cours dans l'Alliance française à 6 ans ou à 8 ans, ce n'est pas la même chose que lorsque vous enseignez le français à un public du personnel d'une entreprise qui a des relations économiques avec la France, la Suisse ou le Québec. Donc, il y a à étudier les capacités langagières des apprenants. Il y a le travail d'ingénierie sur la planification des outils. Mais la planification, donc là, 3, 4 et 5, ce sont les étapes de tout travail d'ingénierie. Donc d'abord, on conçoit un outil, on invente un outil, ensuite, il y a une coordination technique lorsqu'on les met à l'épreuve. Si vous voulez une séquence didactique, c'est comme une machine à lessive. On invente, c'est les points numéro 3, on planifie l'outil. C'est comme on invente un nouveau frigo, une nouvelle machine à lessive. Mais ensuite, il y a à expérimenter, mais aussi, il y a un travail de coordination technique avec les usagers. Et ensuite, a posteriori, on évalue l'impact, les résultats de ce travail. Donc, les recherches en ingénierie didactique passent d'une conception à une mise à l'épreuve et ensuite une évaluation. Et dans la deuxième génération, on fait une double expérimentation. Première expérimentation, c'est lorsqu'on l'invente, on essaye de les faire. L'auteur, imaginons que Suelen, elle invente une séquence didactique, elle l'expérimente tout de suite. Mais pour la valider didactiquement, il faut que d'autres l'expérimentent. Sinon, on ne peut pas la généraliser. Donc, on ne peut pas rester dans une recherche-action limitée. On essaie d'élargir l'expérimentation. Thiaro, vous pouvez passer. Ouais. Alors, en français langue étrangère, je l'ai déjà dit, il y a à Sao Paulo minimum une dizaine de personnes qui ont expérimenté des séquences, qui ont élaboré, expérimenté, qui font partie de ce mouvement. Eliane Lousada, Suelen Roja, Arthur Mara, d'Oliveira, Zazie Brasil Tonelli, Ana Paula Silva Diaz, Aline Soumilla, où j'ai eu le plaisir d'assister à sa soutenance sur la multimodalité, qui est un thème. Priscilla Guillermela, Luisa Guimera Santos, Renata Agnès de Oliveira. Certains, je ne les connais pas, mais c'est un travail considérable que je veux mettre en valeur. Donc, vous avez besoin de quelqu'un de l'autre côté de l'Atlantique pour vous dire que vous êtes formidable. À Fortaleza, Eulalia Lurquin travaille aussi bien en portugais qu'en français. Mais à Paris, Véronique Laurence, qui connaît très bien, donc qui a travaillé 2 ans avec moi, et à Genève, et plutôt français langue seconde, parce que là, c'est plutôt les français langue seconde pour des migrants ou de primo-arrivants.
parce que nous vivons dans un pays avec une forte migration. Et Marc-Surien, qui a réalisé la thèse avec moi, il a observé, analysé les pratiques d'enseignement du français dans la seconde avec des primo-arrivants entre 16 et 20 ans qui restent une année dans une institution pour apprendre les français. Alors, qu'est-ce que j'observe comme résistance? De ne pas vouloir travailler avec nos dispositifs. D'abord, nos dispositifs proposent un travail considérable sur les genres textuels. Et la tradition du français de langue étrangère dans les manuels, c'est utiliser des extraits d'un genre ou de travailler sur les actes de langage. Mais on prend des extraits pour travailler les actes de langage fondamentalement. Et moi, je défends ce travail. Et on observe dans la thèse de Marc-Surien qu'il y a une évolution progressive d'un travail sur des tâches d'actes de langage vers des séquences didactiques sur les genres. Donc, il y a un mouvement qui va dans ce sens. Et vous faites partie de ces mouvements, mais pas seulement au Brésil, aussi en Suisse et aussi à Paris. Alors, il y a des auteurs qui disent que pour apprendre une langue étrangère, on ne peut pas ignorer la grammaire et la phonologie. Bien entendu, c'est difficile. Alors, si c'était langue seconde, pour la phonologie et l'immersion linguistique, les bancs linguistiques jouent un rôle fondamental. Et on observe, lorsqu'on observe l'analyse des pratiques, que d'une leçon à une autre, si l'élève ou si l'apprenant est en contact avec la langue, ça va très vite. Je pense à la fille de Suelen, lorsqu'elle a été à Genève, elle était très petite et elle allait seulement au jardin d'enfants 1 ou 2 jours par semaine. Mais elle a fait un progrès en français énorme du fait qu'elle était en immersion en français. C'est vrai que l'immersion est fondamentale. Donc, si vous avez la possibilité de passer une année en France ou en Suisse, donc si vos élèves ont cette possibilité, c'est fondamental. Mais il y a des erreurs qui peuvent s'incruster, qui peuvent se fossiliser. Et sur les erreurs grammaticaux et phonétiques, les travaux de réflexion grammaticale, la conceptualisation est fondamentale. Donc, jamais les auteurs de l'école de Genève se sont manifestés contre l'enseignement grammatical. L'enseignement grammatical peut être autonome, mais la possibilité d'intégrer des dimensions grammaticales dans une séquence didactique me semble importante. Donc, et en plus, je ne vois pas de contradictions à réaliser des tâches pour améliorer la phonétique et des exercices grammaticaux avec les séquences didactiques. Ça peut se faire à l'intérieur d'une séquence didactique, ça peut se faire à côté. Donc, nous ne sommes pas une secte qui défend les séquences didactiques. La séquence didactique, c'est une démarche, c'est un outil parmi d'autres. Mais c'est un outil très important. Ce n'est pas Joachim Dolge, monsieur de séquence didactique, qui l'a dit, c'est les résultats de nos recherches qui les montrent. On a pu les démontrer. Même si dans votre pays, la science n'est pas très valorisée, notamment dans un moment de pandémie, je crois que nous sommes dans l'académie, c'est les temples de construction des savoirs, et il faut défendre des travaux raisonnés et sérieux des recherches. Alors, la troisième résistance, c'est que c'est très compliqué. C'est complexe. Donc, compliqué, ce n'est pas le terme, c'est complexe. Mais apprendre, mes amis, exige de la complexité. Et dans cette complexité, c'est la temporalité et les conditions de travail. Et là, c'est vrai, c'est que dans une ville comme Sao Paulo, déjà les déplacements sont très difficiles et organiser une séquence pour les Français langue étrangère, ce n'est pas toujours facile. Maintenant, vous avez la possibilité du numérique. Les numériques vous facilitent ce travail. Vous pouvez les faire aussi à distance. OK. Donc, j'essaie de passer les diaporamas. Thiaro. OK. Alors,
Peut-être serait un peu répétitif, mais là, je vais passer très rapidement pour vous dire quels sont les principes de l'enseignement de l'expression orale et écrite qui s'appliquent parfaitement au français langue étrangère. Dépassement de la phrase et des actes de langage. C'est exactement la même chose pour les français langue étrangère. L'importance de la diversité textuelle et des apprentissages spécifiques au genre. C'est évident. Si on n'apprend pas la même chose lorsqu'on apprend dans un dialogue de la vie quotidienne que dans l'écriture d'une lettre administrative. Donc, il y a des apprentissages spécifiques et c'est légitime et nécessaire de travailler sur la diversité. Aller du complexe au simple. C'est-à-dire, là, c'est plus difficile de faire comprendre. Pourquoi? Parce que tout le monde pense, commençons par les simples pour arriver au complexe. Mais si on regarde un enfant lorsqu'il apprend les français, comme langue seconde, en immersion, on voit que tout de suite, il entre dans des comportements complexes. Donc, ce que nous proposons, c'est entrer d'emblée dans les contextes complexes, dans la production initiale, et ensuite décomposer et travailler sur les dimensions simples pour revenir au complexe, qui est le principe de base de la séquence didactique. Prendre les genres comme un système ouvert et complexe. Alors là, prenez la multimodalité comme Soumya dans sa thèse. Donc, prenez la complexité donc aussi le fait qu'un genre suit des régularités, mais les frontières ne sont pas très claires et qu'il peut y avoir les croisements d'un genre avec un autre. C'est-à-dire, à l'intérieur d'une fable, il y a un dialogue argumentatif. Et il y a un genre, c'est comme une boîte russe où il peut y avoir un genre dans un autre. Mais ce qui est important, c'est de voir quelles sont les dimensions qui peuvent être mobilisées et prendre en considération la multimodalité. Ce que vous faites en français langue étrangère, d'une part, comme appui. Pourquoi? Parce que les images aident à comprendre, mais en même temps, parce que les genres est particulièrement complexe. À un moment donné, donc c'est-à-dire, si vous travaillez une émission radio, la compréhension d'une émission radio va être plus difficile qu'une émission de la télévision. Pourquoi? Parce que les images aident à comprendre. C'est pas toujours comme ça, mais il y a à jouer avec les deux. Parfois, certains codes non langagiers aident, facilitent l'entrée au code langagier, mais ça peut être aussi un obstacle. Prenez un album pour les enfants. Les images de l'album les aident, mais s'ils ne regardent que les images, ils perdent la textualité. Donc, il y a à travailler sur cette complexité. On a besoin de prendre en considération les pratiques dans les discours sociaux de référence pour et modéliser les gens. C'est la même chose. En français langue étrangère qu'en français langue première ou langue maternelle. Donc, vous avez besoin d'un modèle qui vous dit quelles sont les dimensions qui peuvent être travaillées, qui méritent d'être travaillées avec vos élèves. Passons à l'image suivante, s'il te plaît, Thiago. Vous pouvez passer, Thiago? Voilà. Oui, oui, les 6. Donc, vous en avez passé 2. OK. Enseignement intensif par projet. Alors, là, c'est de la pédagogie générale. C'est-à-dire, nous, on a constaté que si on déplace beaucoup les choses dans les temps, ils oublient, ils ne gardent pas l'essentiel. Donc, on dit, en 2 semaines, on concentre le travail sur un genre. Et on cherche l'efficacité en train de réunir. Je crois que c'est valable aussi. Tout simplement, l'itinéraire, ça les ferait par étapes. Donc, on donne une... Maintenant, avec les itinéraires, on essaie de ne pas faire des séquences trop longues et les organiser par étapes en proposant
beaucoup d'activités langagières. C'est-à-dire, ce n'est pas écrire une seule lettre, c'est à chaque étape, on écrit une nouvelle lettre. À chaque étape, on pratique les dialogues. À chaque étape, on pratique les débats. À chaque étape, on travaille la compréhension. Donc, où on combine compréhension et production, où on combine oral et écrit. Donc, ça nous permet de faire une mini-séquence, on s'arrête, on les reprend avec une autre. C'est plutôt comme un aqueduc. Ce n'est pas un pont pour apprendre, mais c'est comme un viaduc dans la grande métropole de Sao Paulo. Alors, donc, écrire, c'est réécrire, mais à l'oral. Si on ne nous corrige pas, s'il n'y a pas des évaluations, on fossilise les erreurs. Donc, la révision, la réécriture pour l'écrit et les travaux des régulations de l'oral, des retours de l'oral est fondamental. C'est la même chose pour les Français langue étrangère. Méthode inductive, pas à pas avec l'apprenant et pas avec des leçons magistrales comme celles que je suis en train de vous donner. Alors, régulation externe. On donne une importance énorme aux aides-mémoires, à construire des outils pour faciliter les apprentissages. Ils sont encore plus importants pour les Français langue étrangère, c'est créer des aides pour l'apprentissage et organiser la progression de ces candidats. Voilà les principes. Moi, je suis persuadé qu'ils sont tous valables pour les Français langue étrangère. Est-ce qu'on peut passer? Alors, une réflexion sur la grammaire. Pourquoi? Parce que j'ai vu au Brésil des gens qui sont anti-grammaire. Vous ne me les entendrez jamais. Pourquoi? Parce que dans la pratique de l'enseignement du français langue étrangère, il y a des élèves, moi-même, lorsque j'ai appris le français, je ne l'ai pas fait dans la systématicité qu'il aurait fallu le faire. Et certains traits grammaticaux et phonétiques, et parfois, on a de la difficulté à l'incorporer. Et à partir d'un certain niveau, l'immersion n'est pas suffisante. Donc, il y a des auteurs qui diraient la communication est suffisante. Et la grammaire s'active spontanément par l'effet d'écouter beaucoup en français et de lire beaucoup en français. Oui, mais pas tout. Donc, même des apprenants qui arrivent à une certaine fluidité de l'usage de la langue, et ils ont des déficiences concrètes sur des points grammaticaux. Et moi, je suis favorable à l'incorporation des règles explicites grammaticales associées à l'usage communicatif. Et ici, Ekaterina Boulea-Broncard essaye de lancer une recherche importante dans laquelle son mari, Jean-Paul Broncard, participe aussi, même s'il est retraité, et où essaye d'articuler les deux. Grammaire et expression, et grammaire et compréhension. Donc, grammaire de la phrase et textualité, si vous voulez, mais aussi la grammaire du texte. Et personnellement, je suis favorable. Pourquoi? Parce que les gens oublient que Vygotsky nous disait que les concepts et les concepts de la vie pratique aident à transformer les pratiques, donc scientifiques. Et cette perspective, il est, à mon avis, valide pour l'enseignement du français langue étrangère. Donc, nous avons besoin de créer des modèles didactiques, pratiques, opératifs pour mobiliser les dimensions phonétiques et les dimensions grammaticales qui, à mon avis, ont une importance majeure dans l'apprentissage français langue étrangère. Thiago, s'il vous plaît, ou s'il te plaît, je crois qu'on se tutoie. Alors, les points positifs, mais ensuite, donc, la séquence didactique, c'est un modèle, peut être un modèle pratique opératif et il permet de dépasser, d'aller plus loin que dans les capacités initiales
si on repère les obstacles les plus fréquents. Et on peut schématiser, proposer des schématisations graphiques des concepts et les intégrer dans un travail intégré dans les séquences. Donc, je crois que je l'avais déjà dit, excusez-moi d'être un peu répétitif. Thiago, vous pouvez passer, parce que j'aimerais arriver. Alors, au Brésil, on me demande souvent quelle est la différence entre une séquence didactique et un itinéraire. Alors, ça m'a fait tilt dans la thèse de Stéphane Colognesi, qui actuellement a été nommé professeur dans l'université de Louvain-la-Neuve en Belgique. Dans sa thèse, pour la lecture et écriture des contes à l'école primaire, il a pris la séquence didactique, mais au lieu de faire une production initiale, une production finale, après chaque atelier, il faisait écrire un nouveau texte en intégrant ce qu'ils avaient appris dans l'atelier. Et du coup, c'était une séquence où il y avait 4 ou 5 productions. Et moi, j'ai vu des progrès formidables. Et c'est vrai qu'on apprend à écrire en écrivant, on apprend à parler en parlant. Et c'était une séquence où la pratique langagière était plus importante. Et ça faisait par étapes. Et nous avons mobilisé ces itinéraires, et aussi bien dans la thèse d'Anthony Coppola, qui va terminer cette année, et dans différents travaux. Par exemple, je suis en train d'écrire pour Eulalia Lurquin un article sur l'oral, sur la fable, et là, pour la fable, c'est un travail que j'ai conduit avec Giuliana Zani de l'Université de San Francisco et Gustavo Lima de l'Université Agreste de Pernambuco, si je ne... oui. Et ce qu'on a fait, c'est un itinéraire où il y a une première étape qui est sur la compréhension, une deuxième étape sur la production, une troisième étape sur la transformation du texte pour réviser un script, et une dernière étape de préparation pour la représentation théâtrale. Donc, il y a plusieurs productions, mais qui combinent les genres fable avec les genres présentation théâtrale de la fable. Bon, vous me direz, c'est la fable à l'oral et à l'écrit, mais c'est une pièce de théâtre, c'est différent. Hein? Et un travail de lecteur d'articles encyclopédiques sur les animaux. Donc, c'est plus complexe, mais c'est un projet qui a du sens. On a besoin, pour inventer les personnages de la fable, de se renseigner sur les animaux. Donc, il y a une lecture d'articles encyclopédiques sur les animaux. On a besoin de lire des fables pour en écrire une différente. On a besoin de voir la différence entre une fable classique d'Ésope ou de La Fontaine et une fable populaire brésilienne. Donc, on les compare. Donc, ça s'est fait par étapes, et dans la nôtre, on articule oral et écrit, compréhension par la lecture et compréhension à l'oral, et avec la production orale. Donc, c'est plus complexe, mais c'est aussi une entrée intéressante. Voilà pour les 4 étapes, vous les voyez ici dans les diaporamas, où Thiago et Liane, si les gens veulent les recevoir, ils peuvent les recevoir. Ici, vous avez les phases d'expérimentation dans la recherche et des 3 itinéraires différents. Par exemple, dans la thèse d'Anthony Coppola, ce qu'il a fait, c'est il a créé, il appelle les itinéraires atelier filet. C'est une suite d'ateliers où il y a plusieurs productions. Et il y a un premier atelier où il ne travaille que sur des concepts, sur les contenus thématiques mobilisés par les contes. Il travaille sur les contes. Dans les deuxièmes dispositifs, il travaille l'oralisation du conte. Non, excusez-moi, c'est les débats. Dans les premiers dispositifs, il travaille sur les contenus du débat. Les deuxièmes dispositifs, il travaille les dimensions en français de l'oralité du débat. Et les troisièmes, il est mixte. Donc là, c'est une recherche où, au lieu d'expérimenter uniquement une modalité, on compare 3 modalités pour voir les effets de chacune. Donc, on n'est pas uniquement dans l'itinéraire, on s'est dit, tiens, et on va essayer plusieurs itinéraires pour voir lesquels et quels sont les contenus, quels sont les objets qui sont les plus intéressants. Thiago,
Vous pouvez passer. Alors, vous voyez ici les schémas où il y a 3 classes et il y a les rouges ou les verts. Donc, les rouges, c'est les travaux sur les contenus du débat, mais il y a 3 débats, il y a 5 débats qui sont réalisés. Donc, si vous voulez, les rouges, c'est l'enseignement et les 7, c'est les productions. Donc, on demande aux élèves de produire beaucoup plus des débats, mais on les fait entre un débat et les suivants, il y a un atelier pour travailler. Donc, l'itinéraire, c'est un travail étape par étape qui mobilise davantage la pratique langagière, la compréhension ou la production. Est-ce que je me fais comprendre? Et donc, dans les deuxièmes schémas, on voit un travail sur l'oralité et les troisièmes combinent les deux. Et on aimerait bien que ce soit les troisièmes qui donnent des meilleurs résultats. Mais bien entendu, et on va voir les résultats à partir de l'expérimentation. C'est comme les vaccins pour la COVID-19, on a besoin d'une expérimentation du vaccin ou des différentes modalités du vaccin avant de savoir si on peut les généraliser. Et j'estime qu'un didactique du français de langue étrangère, il faut faire des travaux de ce type-là. Thiago? Alors, je suis en train de terminer, hein, donc je vois que vous êtes fatigué. Donc, il y a des nouvelles recherches dans lesquelles, donc la deuxième génération, parce que c'est le thème de elle prend en considération les recherches antérieures sur l'enseignement. On passe d'une première étape compréhensive en observant ce qui se passe à une étape de généralisation, mais c'est aussi un travail collaboratif avec les enseignants où on adapte la séquence aux gens qui doivent l'utiliser, on prend en considération les travaux de l'enseignant, l'observation, l'autoconfrontation, le travail avec les enseignants pour aller plus loin et de manière à créer des dispositifs modulaires nouveaux. On passe à la suivante. Alors, on arrive à la fin. On voit, donc les résultats des recherches montrent qu'ils soient critiqués ou non, parce que, y compris dans votre université, il y avait des pédagogues qui critiquaient les genres textuels, les séquences didactiques. Bon, prenez en considération toujours, soyons critiques. Hein, donc, vous savez que Paulo Freire, lorsqu'il parle de littératie critique, et il disait l'importance, donc on ne va pas défendre la critique et ne pas accepter d'être critiqué. Mais certaines de ces critiques ne sont pas du tout solides parce qu'ils ne prennent pas du tout en considération les recherches. Donc, si vous prenez des manuels qui n'ont jamais été expérimentés, où ils parlent des séquences didactiques alors que ce n'est pas des séquences didactiques, c'est une... Alors, bon, peut-être que ce n'est pas la meilleure des entrées, mais il y a un travail solide qui nous montre que la séquence didactique modifie la manière de travailler de l'enseignant. Et il y a un besoin majeur d'adapter à des contextes qui sont différents des séquences didactiques, et votre contexte, il est particulier. Pourquoi? Parce que le français, c'est une langue de la même famille que le portugais, c'est un facilitateur en principe, mais des faux amis aussi, mais en même temps, vous devrez toujours prendre en considération si, dans quel lieu particulier vous enseignez le français. Bien entendu, un cours dans votre université, c'est un public très sélectif, donc ça va fonctionner mieux que si on devait généraliser l'enseignement du français. La seconde, comme c'est le cas pour l'anglais au Paraná, où il y a à généraliser l'enseignement de l'anglais. Et on dit Paraná fala anglais. Je ne sais pas s'il les parle ou pas, mais c'est complètement différent. Donc, il y a une question qui est très étudiée au Brésil par les gens qui travaillent sur les tâches linguistiques, qui est l'alternance des langues. Alors, d'abord, je vous dis quelle est notre pensée sur la question. Bien sûr, passer d'une langue à une autre, il n'y a pas à les pénaliser. Tout simplement,
pas les pénaliser parce qu'il y a des fonctions. Donc, on peut expliquer une règle grammaticale du français en portugais pour aller plus vite. Maintenant, si on donne un cours de français langue étrangère complètement en portugais, ils ne vont pas apprendre. Et moi, j'ai vu des cours d'anglais au Brésil où l'anglais n'existait pratiquement pas. Donc, oui, l'alternance des langues, elle est à prendre en considération. Est-ce que c'est bloqué? L'image? Non, 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 tout va bien. Je voyais les images du public quand je l'ai. Donc, je devrais prendre une photo pour me moquer ensuite des personnes que je connais parce qu'ils ont tout un geste comme ça, la mimique faciale particulière. Donc, j'étais en train de dire que l'alternance, elle est à être prise en considération et il y a quelque chose qui est très important dans la formation des enseignants qui est comment combiner les connaissances de la langue avec les compétences didactiques. C'est-à-dire, dans le français langue seconde, et il y a un niveau seul de connaissance de la langue qui est indispensable. Mais ça ne signifie pas qu'un natif les ferait mieux. Pourquoi? Parce que vous, en tant que non-natif, vous êtes passé par l'expérience d'apprendre le français, et cette expérience, elle est fondamentale dans l'enseignement. Et ensuite, il y a à développer des compétences didactiques, et je donne une importance majeure à tous les travaux pour le développement des compétences didactiques, du travail, du suivi, les gestes, pour développer des gestes professionnels avec les enseignants. La suivante. Alors, on est en train de passer à une ingénierie didactique qui ne consiste pas à élaborer des séquences, à les expérimenter, mais plutôt à observer les travaux des enseignants, créer un focus group ou une réunion avec les enseignants pour établir quels sont les besoins et construire les outils avec les enseignants. Et dans ces besoins, il y a à prendre en considération les capacités langagières des apprenants, mais aussi les gestes de régulation des apprenants. Il y a à prendre en considération une visée intégrative des dimensions grammaticales et penser aux étapes à l'intérieur d'une séquence didactique ou des itinéraires un tout petit peu plus complexes que les séquences didactiques. Et bien entendu, la grande nouveauté de votre congrès, qui est l'exploration du numérique multimodal. Et j'ai terminé. Merci pour votre attention. Obrigado. C'est plus intéressant les questions. Donc, Eliane, on a combien de temps pour les questions? On peut poser des questions, Joachim. On a quelques minutes. Si les gens veulent partir, comme nous sommes dans l'avantage de ces systèmes en ligne aussi, c'est que les gens peuvent vraiment partir à l'heure qu'ils veulent. Donc, on peut rester là pour les questions. Okay. Et donc, moi, d'abord, merci, Joachim. Je pense que c'était vraiment très, très riche. Tu sais bien ça fait longtemps qu'on connaît, qu'on utilise en langue maternelle, portugais langue maternelle, français et anglais, et d'autres langues aussi, la séquence didactique. Donc, c'était très enrichissant de connaître un peu mieux, ici au Brésil, la deuxième génération, la nouvelle génération, et voilà, et les apports qui sont faits par ton équipe aussi sur la base de la séquence didactique. Donc, je vais ouvrir maintenant aux questions. Alors, vous pouvez, donc le public, alors vous pouvez mettre votre micro et poser la question, ou si vous n'avez pas de micro, vous mettez sur le chat. Peut-être avec les micros, c'est un peu plus facile parce que ça évite qu'on doive lire trop de choses, une chose après l'autre. Vous savez que les interactionnistes, on donne beaucoup d'importance au dialogue. Donc, en réalité, je trouve que ça va être plus intéressant. Question-réponse que les monologues qui a précédé. Très bien. D'accord. Bon, bonjour. Est-ce que je pourrais poser une question? Bien sûr. Oui. Alors, merci d'abord de la conférence, c'était super.
monsieur. Joachim, je voudrais savoir comment on pourrait traiter les évaluations des productions écrites, des productions orales. Comment traiter l'erreur? Comment faire les élèves avancer? Les termes évaluation, étymologiquement, c'est mise en valeur. Mais on sait que c'est la note, donc c'est aussi la sanction et la punition. Hein. Donc, je l'ai dit parce que il faut commencer par dire, tiens, lorsque j'évalue la parole ou j'évalue l'écriture, il y a à dégager quelles sont les capacités qui sont présentes. Et moi, je suis toujours de l'avis que pour encourager dans l'usage de la langue, il faut commencer par dire ce qui est déjà présent. Mais voilà. Il y a, donc, on n'a pas à tromper l'apprenant et il y a à signaler aussi quelles sont les difficultés, les obstacles, les erreurs. Pourquoi? Parce que si on ne signale pas les erreurs, il y a une fossilisation des difficultés. OK. Voilà. Ça, c'est la base. Donc, moi, je propose toujours une évaluation qui, donc, l'évaluation initiale pour savoir où ils en sont, qui a un caractère formatif. Ce n'est pas pour certifier, tiens, y compris pour voir comment on organise les groupes de travail en français. Pourquoi? Parce que si vous avez des différences très grandes, vous pouvez créer des sous-groupes. OK. Mais je l'ai fait en regardant les différentes dimensions. Si je prends les dimensions linguistico-discursives qui vous intéressent, bien entendu, si c'est l'oral, je vais prendre des critères phonétiques, d'articulation, etc. Mais je vais prendre ces critères qui sont transversaux. C'est comme si j'écris l'écrit, je peux prendre l'orthographe qui est transversale. Mais je peux prendre, je prends toujours des dimensions qui sont associées au genre. Donc, c'est complexe, il faut les systématiser et je les limite dans la production finale aux dimensions. Donc, je donne une importance majeure aux dimensions qui sont travaillées dans les ateliers. Pourquoi? Parce que je me permets d'évaluer d'une manière plus critique là où je proposais un système de travail. Là, c'est pour une évaluation, pour les faire avancer. Bien entendu, si vous me dites que c'est dans une épreuve commune pour la sélection, je ferai une autre chose. C'est-à-dire, si vous prenez par exemple au Brésil les dissertations de l'ENEM, c'est pour la sélection. Alors, les caractères sont différents. Donc, je suis en train de parler d'une évaluation pour faire progresser. Par exemple, Fatir, qui est en train de me regarder, à chaque fois que je parle en portugais, elle a la gentillesse de me signaler mes erreurs phonétiques. Pourquoi? Parce qu'elle sait que la cordialité des Brésiliens, ils ne signalent jamais les erreurs. Et on n'apprend pas. Donc, mais elle les voit et tout de suite, elle les signale. Donc, c'est important de signaler les erreurs, de signaler ce qui ne va pas. Attention, sans pervertir la communication. Pourquoi? Parce qu'il y a un dosage qui fait qu'on abandonne s'il y a un retour massif qui n'est pas formatif. Donc, en termes d'évaluation formative, il y a à trouver les priorités et les communiquer et les signaler, mais aussi montrer les progrès. Et signaler ce qui ne va pas pour l'étape suivante. C'est-à-dire que souvent, vous évaluez pour donner une note. Alors là, moi, ça m'est égal. Je vous dis, si c'est pour donner une note, je ne veux même pas répondre. Mais si c'est une évaluation pour faire progresser la personne, là, il y a des stratégies. Et de la même manière que les annotations du texte sont aussi importantes que l'évaluation finale, parce que ça fait comprendre. À l'oral, il y a, s'il y a des enregistrements, il y a à les faire observer pour que l'apprenant prenne conscience. Donc, j'ai eu ici des Brésiliens qui apprenaient les Français en venant faire un postdoc et qui avaient beaucoup de difficultés. Donc, moi, j'ai tenté toujours de signaler les points complexes
hein, qui viennent du système phonétique de la langue d'origine et qui sont transmis à la langue d'accueil ou la langue d'apprentissage. Donc, c'est ces principes-là. Pardon. Les modèles des Blanquart, qui est les nôtres, parce que l'article sur les capacités langagières convient pour décliner des items, c'est-à-dire des critères et des observations pour l'évaluation d'un genre. Et qu'il y a à les prendre en fonction des caractéristiques du genre. Donc, je n'évaluerai pas, donc j'évaluerai en même temps des dimensions transversales, comme des aspects phonétiques, mais lorsque j'évalue s'il est capable de participer à un débat, par exemple, si dans les dialogues, si j'ai entendu votre question, je peux évaluer les caractéristiques de la question que vous avez posée. Voilà. Et ce n'est pas la même chose que si vous deviez faire une présentation orale. Là, c'était la formulation d'une question. Et j'analyserai les dimensions de la formulation de la question. Excusez-moi d'avoir répondu longue. Non, mais, la question, elle demandait vraiment une réponse longue, je pense, Joachim, parce que l'évaluation, c'est toute une thématique, n'est-ce pas? L'étymologie nous dit mettre en valeur. Mais même l'erreur peut être mise en valeur pour apprendre. C'est-à-dire, ne pas chercher à punir, c'est faire réfléchir sur l'obstacle pour l'aider à les dépasser. Ça, c'est les principes. Non, on peut créer des grilles, mais attention, si elle est trop complexe, il se perd. Il y a à signaler les priorités et les axer sur le travail que vous faites. OK. Voilà. Merci beaucoup. Une autre question? Moi, j'ai une question. Merci beaucoup, Joachim. Tout le monde m'entend? Bonjour, professeur Rocha. Merci pour le compliment à chaque fois. J'ai une question importante à poser parce que comme je travaille la formation des enseignants à partir de genres textuels, dans mes données de doctorat que je suis en train de faire, on a constaté, après faire les entretiens avec les enseignants pour savoir comment était l'expérience de travailler avec les gens, toute cette ingénierie didactique que tu as présentée, donc on a mis en place dans la formation. Et après, on a essayé de valider un peu par la voix des enseignants, comment ils ont vécu ça. Et on a constaté que même si ils ont été formés à enseigner la production écrite, dans les entretiens, la place de l'oral est très importante. Et donc, pour réguler les apprentissages de la production écrite, il faut d'abord comprendre l'oral de l'apprenant. Et parfois, cet oral-là représente un obstacle pour arriver à la régulation des apprentissages. Donc, on voit que c'est pas nécessaire d'intercaler l'écrit, la production écrite, mais aussi l'activité orale qui s'est faite en salle de classe, les activités de jouer les rôles de salle de classe, les genres produits en salle de classe. Et comment intégrer ça dans les séquences? Parce que c'est pas seulement enseigner la production écrite, mais enseigner les genres qui sont produits. C'est déjà un résultat des recherches. Résultat qui aurait fait très plaisir à Marcus, qui parlait souvent de la continuité entre l'oral et l'écrit. Mais ces résultats, il est particulier dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Pourquoi? Parce que l'écrit sans maîtrise de l'oral est problématique et que lorsque la maîtrise est imparfaite, elle n'est pas encore robuste, encore solide, on a besoin d'un retour à l'oral. Donc, d'abord, c'est déjà un résultat de ta recherche et comme bonne brésilienne avec beaucoup de génie, ce qu'il y a, c'est voir quel ajustement on pourrait faire pour un retour sur des dimensions de l'oralité qui les aideraient. C'est-à-dire, ces résultats, donc tu as constaté ça avec eux, mais ils ont raison de les signaler. Donc, il y a une logique, ça se comprend. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Et il peut y avoir des retours en arrière sur l'oralité lorsqu'on travaille l'écriture. Par ailleurs, avec ta fille, lorsqu'elle apprend à écrire, il y a des retours constants à l'oralité. Donc, il y a un problème du même type. Est-ce que j'ai répondu? Oui, oui. Je ne te donne pas la réponse que tu dois trouver toi-même, mais c'est la voie. Donc, les résultats de la recherche t'indiquent que tu dois essayer d'imaginer une nouveauté là. Merci. Je pense qu'on pourrait ouvrir pour... Est-ce que je peux poser une question? Mais tout à fait, Madame Thaïs Alves. Bonjour. Alors, en fait, je suis nouvelle dans mon enseignement. Je suis encore à graduation. Et je voudrais vraiment savoir si vous avez à USP des recherches par rapport au français et la phonétique, parce que je pense à faire un master sur cela et j'avais vraiment envie d'étudier à USP. Sur la politique, et vous avez dit. Phonétique. Phonétique, excusez-moi. Donc, les numériques transforment les phonèmes. J'avais entendu. Alors, juste, d'abord, une question de curiosité. Et vous avez commencé à apprendre les français quand? Alors, j'ai commencé à apprendre quand je suis entrée à l'université, en fait. Ça fait 3 ans? J'avais 20 ans, si je ne me trompe pas, j'ai 25 ans maintenant. J'ai étudié à UEJ, à Rio de Janeiro, et aussi à l'Alliance française. Oui. Alors, juste, je le disais parce que j'avais imaginé que c'était la 3e année et donc je trouvais que c'était déjà donc je voulais faire une évaluation positive de votre français. Excusez-moi. Alors, pour la question des phonétiques, il y a énormément de travaux. Donc maintenant, je ne sais pas qui vous citez, mais je peux vous mettre en contact avec des experts à Paris qui travaillent. Donc, sur cette question. Donc, effectivement, dans toutes les institutions qui travaillent les Français de langue étrangère, il y a un courant qui est centré davantage sur la phonétique, mais qui s'enrichit par non seulement un travail sur les systèmes phonétiques de la langue, mais ce qu'on appelle la phonétique fonctionnelle, c'est-à-dire comment elle est utilisée, et du coup, il peut y avoir un prolongement dans les genres. Je vous donne un exemple. Si vous travaillez un conte, la phonétique, donc la mélodie, toutes les dimensions phonétiques au sens large du terme, dans les contes ne vont pas être les mêmes que si c'est un débat politique, donc l'intonation ne va pas être la même. Donc, il y a des dimensions qu'on associe avec des genres, de même que toutes les questions d'intonation expressive, etc. Donc, les champs est large. Il y a des travaux. Moi, je vous pousserai à travailler les dimensions phonétiques, fonctionnelles, associées à la textualité. Donc, un phénomène d'oralité plus large que uniquement la phonétique classique. D'accord. Mais vous ne savez pas me dire… Pardon? Allez-y, excusez-moi. Mais vous ne saviez pas me dire s'il y a des gens qui font déjà des recherches sur cela. Oui, il y en a. Alors, donc, je vous donnerai, donc, par exemple, dans l'équipe de Véronique Laurence, il y a des personnes qui travaillent strictement sur la phonétique. Donc, dans l'équipe des… il y a des personnes qui sont en train de travailler, peut-être Eliane répondrait d'une manière plus précise parce que donc… Oui. Je pense qu'aujourd'hui, à l'USP, parce qu'elle parlait de l'USP au départ, on avait d'ailleurs, elle était là, je ne sais pas si elle est encore, Norme, qui travaillait sur la phonétique, mais elle n'est plus, elle est à la retraite, ça fait un moment déjà, un bon moment. Donc maintenant, je dirais qu'en termes de recherche, il n'y a pas de spécialiste en phonétique du français à l'USP. Voilà, alors, en termes de recherche. Et il faut faire attention. Donc, ce que je vous dirais, c'est quelque chose qui va vous intéresser.
Au Québec, ils engagent dans la formation des enseignants des phonéticiens français qui ne connaissent pas les variations du français du Québec et qui jouent un rôle extrêmement normatif. Et il y a une contestation sur ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de former des enseignants avec des critères normatifs qui sont très éloignés du français qui est parlé au Québec. Et il y a une réaction. Donc, il y a cette dimension qui est aussi intéressante et qui se passe dans toutes les langues. Mais l'intérêt pour moi de votre préoccupation devrait progressivement se déplacer sur la textualité orale, sur l'oralité et les caractéristiques spécifiques, et comment fonctionne lorsqu'on se communique dans un genre, qui est beaucoup plus intéressant que uniquement la structure du système phonétique. D'accord. On voit les fonctionnements et pas uniquement les oppositions du système. D'accord, merci. Et voilà, et bien entendu, Jacques, on essaye de penser à des chercheurs. Il y a bien sûr des profs, des bons profs qui travaillent sur la phonétique, mais on parle là de recherche. Je pense que c'est… Ouais. Donc, maintenant, ça ne me vient pas une en tête, mais… Non, mais on voit ça et on peut lui envoyer. Voilà. Alors, je pense qu'on a juste le temps pour une dernière petite question. Et après, bon, on va remercier donc tout le monde. Est-ce que quelqu'un aimerait poser une dernière question? Vous êtes fatigué. C'est l'heure du déjeuner au Brésil. Hein? Donc, je pense que, Joachim, ce qu'on va faire, comme tu as signalé, on va envoyer le PowerPoint donc à tous. Comme ça, on pourra mieux connaître, relire un peu les choses que tu as présentées. Peut-être on peut envoyer aussi, je crois que j'avais mis dans… Je pense qu'on peut envoyer aussi un article ou des références pour des articles qui sont publiés, n'est-ce pas, sur les itinéraires. Comme ça, je pense que ça peut aider tout le monde. Voilà. Merci. Donc, voilà, merci beaucoup, Joachim. C'était vraiment très, très enrichissant, voilà, de t'écouter. Et à chaque question, chaque question qui est posée, tu développes un peu plus de choses qui nous intéressent certainement. C'était un plaisir, donc, pour moi, d'être là, donc avec vous tous, des profs de français, mais aussi des collègues de l'ISD qui sont là et qui participent, voilà, en français, c'est très bien, donc merci à tous. Et Joachim, j'espère que ce ne sera pas la dernière, hein? Donc, voilà, si tu veux dire quelques mots. Alors, donc, je voulais vous remercier. Vous savez que je porte au cœur le Brésil et les mouvements de l'interactionnisme socio-discursif. C'est important. Et je voulais tout simplement vous signaler que j'ai commencé la journée en regardant les nombres de nouveaux cas au Brésil, et les nombres de décès en une seule journée. Et malheureusement, vous êtes maintenant dans les moments les plus hauts de la pandémie, et utiliser le numérique à distance, même si c'est fatigant et lourd, parce que c'est plus grave de ce qu'on peut l'imaginer. Et dans un pays comme le Brésil, où les statistiques officielles ne sont pas très fiables, ça signifie que si c'est déjà le deuxième pays au monde avec plus de cas, avec un nombre de décès très important, les journaux en Suisse disent que c'est un dixième de la réalité. Donc, probablement, c'est encore plus important. Donc, soyez prudents, soignez-vous. Sinon, la relève pour les séquences didactiques, les itinéraires ou n'importe quelle manière de faire avancer
l'enseignement du français langue étrangère vont être limités par la situation catastrophique, malheureusement, que vous êtes en train de vivre et qu'il n'y a pas à banaliser. Merci beaucoup, Joachim, pour tes mots. Juste que tu saches que tout le monde te remercie, vraiment. Je crois que tout le monde a bien profité de ta conférence. Comme a dit Suellen, c'est une belle synthèse des travaux sur les genres. Et voilà, et j'espère, comme je l'ai dit, que ce ne sera pas la dernière fois. Pendant qu'on sera ici avec le numérique, voilà, et les conférences virtuelles, live, j'espère qu'on pourra en organiser d'autres. Je crois que Joachim, il a déjà une autre prévue en juin, n'est-ce pas? C'est quelle date déjà, Joachim? En portugais cette fois-ci. C'est les 16 je crois que c'est l'université de Mato Grosso. Voilà. Je ne sais même pas quelle est l'université. Et c'est Azaï. Elle s'appelle. Je peux vous envoyer ça par mail. Je vais retrouver la référence et je vous envoie ça par mail au cas où vous aimeriez suivre une autre conférence avec Joachim. Eliane, je vois aussi Vera, je vois aussi Eulalia. Voilà. Les travail sur la didactique des langues étrangères qui s'est fait au Brésil est exemplaire. Donc, à mon avis, donc je l'ai dit à chaque fois, mais il mérite d'être connu de l'autre côté de l'Atlantique davantage. Donc, j'essaie de les mettre toujours en perspective ici, parce que je crois sérieusement que ce que vous faites, c'est très sérieux et très rigoureux. Donc, bon courage pour la suite et profitez bien de cette journée. Merci, Joachim. Voilà, et nous revenons donc à 14h30. Je vais vous présenter les résultats préliminaires de l'enquête. D'ailleurs, Joachim a répondu à l'enquête, donc je vous raconte ça déjà. Et puis, à 15h30, nous avons la suite des ateliers. Voilà, merci à tous. Au revoir. Au revoir, merci.